Tu m'entends pas, Didier? Tu peux y aller. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc commencer cette conférence marxiste qui fait suite à des conférences précédentes qui ont traité différents sujets sur la double oppression et exploitation des femmes, marxisme et religion, le capitalisme cannibale et d'autres questions encore. Dans cette conférence consacrée à la question de la défense de l'humanité et de son environnement, prendront la parole différents camarades, en particulier ceux qui participent à l'animation de la commission environnement de la section française de la 4e internationale, qui a été constituée à l'occasion du 53e congrès et qui a discuté des thèmes qui vont être développés ici. Il me revient d'ouvrir le bal. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est une question sur laquelle tout particulièrement il y a nombre de confusions et d'approximations, il est nécessaire d'apporter un certain nombre d'éclaircissements. D'abord, l'intitulé de cette conférence. Il est question de la défense de l'humanité et de son environnement, un point de vue marxiste. Elle ne comprend pas le terme, pourtant plus que galvaudé, d'écologie. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'écologie? Si vous vous reportez au dictionnaire historique de la langue française, il vous apprendra, ce qui est d'ailleurs tout à fait exact, que écologie est un terme qui a été formé par un biologiste allemand qui s'appelle Haeckel au XIXe siècle et qu'il est apparu dans les années 1860 jusqu'à un passé relativement récent, c'est-à-dire jusqu'à un demi-siècle en arrière. Écologie était un terme qui désignait une branche scientifique, celle qui avait pour vocation, pour citer le dictionnaire, d'étudier les milieux où vivent les êtres vivants. C'est-à-dire étudier les milieux où vivent les êtres vivants, et donc l'interaction entre ces milieux et les êtres vivants, l'interaction des êtres vivants entre eux dans ces milieux. Et puis, toujours pour suivre le dictionnaire historique de la langue française, il nous indique qu'à partir de 1968-1970, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, il a commencé à être utilisé dans le sens d'une doctrine, je cite, « doctrine visant à une meilleure adaptation de l'homme à son environnement » et de là, courant politique défendant cette doctrine. On remarquera d'emblée qu'il y a un glissement entre la définition première du terme écologie et sa définition ultérieure. Au point de départ, il s'agit d'étudier les milieux où vivent les êtres vivants. Lorsque l'écologie prétend se transformer en une doctrine et un courant politique, il n'est plus question d'une étude à égalité de l'interaction entre les êtres vivants et leur milieu naturel, il est question d'une meilleure adaptation de l'homme à son environnement, ce qui est pour le moins unilatéral et qui évacue la question aisément réversible de l'adaptation de l'environnement aux besoins du genre humain. Il y a quelque chose qui relève pour le moins d'un abus de langage, à parler d'écologie politique. L'écologie était donc, jusqu'à il y a 50 ans, un terme qui désignait une branche des sciences naturelles. Parler d'écologie politique, parle-t-on de mathématiques politiques, de biologie politique, de physique politique? D'aucune manière. En réalité, il n'y a pas besoin de se proclamer écolo pour se préoccuper des graves menaces qui pèsent sur le genre humain et son environnement. Les marxistes n'ont pas attendu que l'écologie soit baptisée
doctrines et courants politiques pour se préoccuper de cette question. Ils l'ont fait bien avant. Le camarade Marc reviendra tout à l'heure sur les nombreuses références bibliographiques et théoriques à ce sujet. Je me contenterai de 2 citations. La première, elle est tirée du Capital de Marx, qui écrit ceci: avec la prépondérance toujours croissante de la population des villes qu'elle agglomère dans de grands centres, la production capitaliste accumule la force motrice de la société, mais d'autre part, elle détruit non seulement la santé physique des ouvriers, mais trouble encore la circulation entre l'homme et la terre, en rendant de plus en plus difficile la restitution de ces éléments de fertilité, des ingrédients chimiques. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité est un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. La production capitaliste développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les 2 sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Ceci a été écrit en 1863-1864. Et Engels, de son côté, écrit que les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, car nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau. Nous avons sur les autres créatures un avantage, celui de connaître les lois de la nature et de pouvoir nous en servir judicieusement. On verra dans le développement de cette conférence dans quelle mesure le capitalisme permet de se servir judicieusement de nos connaissances de la nature, dans quelle mesure il s'y oppose. Mais cela pour dire que pour les marxistes, il n'est nullement question de nier ou de minimiser la menace d'une exceptionnelle gravité qui pèse de manière indissociable sur le genre humain et sur son environnement. Oui, nous l'affirmons, l'homme et la nature qui l'environne. Et lorsque nous disons l'homme, cela ne signifie pas que chaque individu est confronté à une responsabilité équivalente vis-à-vis de son environnement, dans une espèce de rapport individuel. Le rapport entre l'humanité et son environnement s'est inscrit depuis l'aube des temps dans l'évolution des rapports de production. Et ceux-ci n'ont pas toujours eu les mêmes conséquences. Imaginons un instant notre ancêtre préhistorique vivant dans des grottes et arrivant enfin à transformer une branche d'arbre en un arc. Personne, je pense, n'y verra un crime de déforestation, une atteinte indélébile à la nature. À l'époque, cette capacité de nos ancêtres très lointains d'arracher à leur environnement les moyens de leur subsistance, comme d'ailleurs tous les organismes vivants, était en réalité l'expression du développement des forces productives. Et loin de menacer l'avenir de l'humanité, elle constituait un facteur de progrès. Nous sommes aujourd'hui dans une situation différente. Lorsqu'on parle du rapport entre l'homme et son environnement, on est tenu de l'envisager dans les rapports actuels de production, les rapports sociaux de production capitaliste, dont la seule loi est de dégager du profit, quel qu'en soit le coût. Quand Marx écrit il y a 150 ans que le capitalisme n'est capable de développer la production qu'en épuisant les 2 sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur, cela est encore plus vrai aujourd'hui. Et on pourrait donner de nombreux exemples de cela. Par conséquent, le monde politique, les courants de pensée, ne se divisent pas, comme parfois on voudrait nous le faire croire, entre ceux qui se préoccupent de l'avenir de la planète et de l'humanité qui se trouve dessus et qui constitueraient les différentes variétés d'écologistes ou de gens préoccupés d'écologie, et puis ceux qui s'en moqueraient ou ceux qui considéreraient cette question comme secondaire, car pour eux prime la lutte de classe, et dans cette catégorie, on trouverait naturellement le courant marxiste
auquel nous appartenons. On va voir qu'en réalité, c'est l'inverse. Tous ceux qui prétendent se préoccuper de ce qu'ils appellent l'écologie, tous ceux qui prétendent se préoccuper des menaces qui pèsent sur le genre humain et son environnement, ou en tout cas sur son environnement, sans remettre en cause le système d'exploitation capitaliste, ceux-là sont en réalité, et nous nous permettons de le dire, des menteurs, qui couvrent de beaux discours, de proclamations creuses, de grandes intentions, leur soumission au régime capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production. Au fait, qui sont-ils ces écologistes? Quand on y regarde de plus près, l'immense majorité de l'éventail politique, hormis les marxistes, se proclament écologistes. Tous les partis politiques, vous pouvez aller consulter leurs programmes, ils sont disponibles sur Internet. Tous les partis politiques, sans exception de ce qu'on appelle les partis institutionnels, ont intégré dans leur programme des chapitres sur l'écologie. Alors naturellement, les propositions ne sont pas toutes les mêmes, elles diffèrent les unes des autres, mais toutes ont en commun de considérer que cette question doit être abordée en tant que telle. Et ça vaut naturellement pour tous les gouvernements du monde. Je crois qu'il y a aujourd'hui la réunion des chefs d'État de gouvernement qui préparent je ne sais plus quel COP, dont j'ai oublié le numéro, de fond, bref. Mais enfin, rappelons-nous, la précédente, celle où Fabius avait été intronisé, je crois, comme responsable du suivi de la mise en œuvre des décisions sur le réchauffement climatique, qui réunissait 198 chefs d'État et de gouvernement du monde, dont tous avaient signé les engagements pris là-bas, sauf Trump qui les a remis en cause depuis. Aujourd'hui, personne ne cache que les décisions prises dans ce sommet dont on nous disait qu'il était historique, dont on nous rebattait les oreilles, et en France, tout le monde de la gauche à la droite a applaudi aux résultats de cette COP. Les résultats n'ont aucun rapport avec les engagements pris. Et il en sera de même de la prochaine COP. En réalité, l'écologie est devenue un prétexte privilégié aujourd'hui en France et dans le monde entier pour une espèce d'union sacrée. Nous devrions être tous unis face aux désastres écologiques en cours, aux désastres écologiques qui se dessinent devant nous. Il n'y aurait plus, face au réchauffement climatique, face aux algues vertes, face à la montée des eaux, face à la fonte des glaciers, à celle de la fonte des pôles, il n'y aurait plus de pauvres et de riches, d'exploiteurs et d'exploités, mais des êtres humains qui devraient se serrer les coudes face aux dangers qui nous menacent. Il n'y aurait plus de lutte de classe et dès lors que l'on aborde le terrain de l'écologie. C'est l'inverse. Le problème de l'environnement, le problème de la menace qui pèse aujourd'hui sur le genre humain et son environnement sont des questions qui relèvent, bien au contraire, de la lutte de classe. Et nous allons montrer dans cette conférence en quoi chacune des questions posées, si elle n'est pas abordée sous l'angle de la confrontation entre les classes en présence, si elle n'est pas jugée à l'aune du système capitaliste pour qui il n'est qu'une seule règle, la réalisation du profit, si elle n'est pas jugée de ce point de vue, débouche au mieux sur des mystifications, au pire sur des désastres encore plus grands que ceux que l'on prétend combattre. Je passe la parole à Pierre. Oui, je dirais dans la ligne de ce que vient de dire Daniel, il est certain que de traiter la question des rapports avec l'environnement, mais surtout de la dégradation de l'environnement sans remettre en cause le capitalisme, pose un certain nombre de problèmes dans quelques exemples que je donnerai. Au préalable, je voudrais simplement faire une remarque qu'on n'aura pas le temps ici de développer, mais les partis et mouvements écologistes ont aussi un bilan qu'ils souvent occultent d'ailleurs, qui est celui de leur passage dans les différents gouvernements de gauche ou de droite depuis plusieurs décennies.
Bien sûr, ça serait trop long d'entrer dans les détails, mais on peut noter qu'il y a eu à plusieurs reprises la participation de ministres de différents courants ou partis écologistes à des gouvernements. D'ailleurs, pas tous d'ailleurs forcément dans le domaine de l'écologie, et qui était une participation sans aucun état d'âme à des gouvernements qui se sont fait les bras armés des capitalistes pour remettre en cause les principaux acquis de la classe ouvrière et fomenter les guerres contre les peuples. En France, ça a été le cas du gouvernement Mitterrand-Rocard à ceux de Macron-Philippe et Macron-Castex. Et on peut noter, par exemple, que le très médiatique Nicolas Hulot a quitté le gouvernement sans émettre aucune protestation sur la politique de ce gouvernement, remettant en cause les retraites remettant en cause l'assurance chômage, ainsi que la mise en place des lois Blanquer contre l'école. Je pense que là, il y a déjà un élément aussi qui est, je veux dire, de discussion avec eux, et certainement de ce bilan. Et puis, regardons ce qu'il y en est des prétendues solutions écologiques et durables qui sont censées sauver la planète. Vous avez pu voir, dans la presse, un peu partout, il y avait un certain nombre, disons, de préconisations, d'utilisation de certaines technologies, de techniques, etc., qui seraient censées je dirais, bouleverser la tendance actuelle qui serait, par exemple, au réchauffement climatique ou à la dégradation. Alors, je voulais prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est la question des éoliennes. Dans un article qui est paru dans la Tribune des Travailleurs fin novembre, et qui était donc dans la chronique environnement, qui a été mise en place par ce journal à partir de septembre, on aborde le sujet des éoliennes et notamment le projet d'installation d'un ensemble d'éoliennes, ce qu'on appelle un parc éolien, en pleine mer dans la baie de Saint-Brieuc. Bon, ce type de projet fait partie d'une longue chaîne de projets qui est censée répondre à l'objectif de développement des énergies dites alternatives dans la perspective des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un marché des éoliennes qui a été d'ailleurs massivement investi par les capitalistes et qui voit une source de profit non négligeable. Les plus grands, comme les multinationales General Electric ou Siemens, qui d'ailleurs Siemens est le numéro 1 mondial si on ajoute l'activité de sa filiale espagnole, et plusieurs sociétés chinoises à capitaux étrangers ont investi sur ce marché. Mais dans le cas de Saint-Brieuc, comme dans de nombreux autres cas, ce projet d'éolienne menace de causer des dommages irréparables à l'environnement. Non seulement les éoliennes elles-mêmes, qui vont devoir être installées sur d'énormes socles en béton, mais aussi les câbles à haute tension sous-marins qui vont devoir connecter d'une certaine manière ces éoliennes au continent. Ce projet, donc, en fait, est en passe de menacer les fonds marins de cette zone, mettant en péril d'ailleurs tout le travail réalisé avec les pêcheurs par l'Institut public Ifremer pour préserver et développer cette zone de pêche qui est essentiellement qui est surtout spécialisée dans la coquille Saint-Jacques, mais aussi la biodiversité dans l'ensemble de la zone. Là, on voit une illustration de comment une solution censée régler les problèmes de la planète pose en fait un autre problème et peut-être même aggravant les problèmes. Un autre sujet, c'est la voiture électrique, sur laquelle d'ailleurs il est question que la chronique environnement revienne dans un prochain numéro de la Tribune des Travailleurs. La voiture électrique ou autres véhicules à propulsion électrique sont devenus le nec plus ultra de la transition énergétique vers une économie à faible émission de gaz à effet de serre. Elle est présentée comme une solution miracle par les constructeurs qui rivalisent sur ce sujet comme sur bien d'autres en communication verte. Et comme le capitalisme n'aime rien moins que de renvoyer le traitement des problèmes environnementaux à la responsabilité du consommateur, acheter un véhicule électrique deviendrait un acte militant. Il est impossible ici de revenir sur tous les problèmes liés aux véhicules électriques et en particulier son impact finalement relativement limité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais si on regarde les composants du véhicule électrique et principalement sa batterie,
on peut voir comment le capitalisme traite ces questions sur lesquelles il compte dégager de larges profits. Ces batteries et d'autres composantes utilisent des minéraux que l'on appelle les terres rares. Ces métaux, dont le plus connu est le lithium, entrent dans un nombre important de nos objets de la vie quotidienne. Les smartphones, les puces informatiques, les robots, les panneaux solaires, bien sûr les équipements militaires de toute nature, et donc les batteries électriques des véhicules électriques. Ce sont donc des métaux dont l'extraction est extrêmement difficile et est très consommatrice en eau et en produits chimiques. Mais dans le cadre du régime capitaliste arrivé à son stade impérialiste, qui cherche à maximiser ses profits en cherchant les coûts d'exploitation les plus faibles, l'extraction se fait essentiellement dans les pays dominés, dans des conditions d'exploitation effroyables, sans parler d'atteintes irrémédiables à l'environnement dans des pays où aucune contrainte en cette matière n'existe. La Tribune des travailleurs, toujours, de fin octobre 2018, avait fait un compte-rendu d'un livre sur ce sujet qui, sur la base d'études très sérieuses, publiées ces dernières années, montrait que l'exploitation de ces minéraux causait des dommages encore plus importants que ceux causés par l'extraction pétrolière. Dans un documentaire de ce même auteur, qui a été diffusé fin novembre sur Arte, fin novembre de cette année, on voit que l'extraction de ces métaux donne lieu à une pollution massive de l'air, de l'eau et une régression de l'agriculture. Dans la mine de cuivre de Chuquicamata au Chili, il y a de nombreuses sources de contamination des eaux, et parce qu'il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'eau pour extraire ce minerai, ainsi que des contaminations de l'air en métal lourd. Les habitants du port, toujours au Chili, d'Antofagasta, par lequel passent toutes les exportations de cette mine et toutes les exportations de terres rares, sont exposés à un développement du cancer du poumon par pollution de l'air. Autre exemple plus ancien, et peut-être un peu plus connu, c'est la question du bioéthanol. Le bioéthanol est produit à partir de canne à sucre, de betterave, de blé, de maïs, et a été présenté, et se présente encore, comme étant une alternative à ce qu'on s'appelle l'essence, bien sûr, le diesel, etc. Alors, par contre, donc, du fait de sa production et des moyens de sa production, la production de bioéthanol a été accaparée par les principales multinationales du pétrole et a poussé en plus à l'accaparement de vastes zones agricoles, expulsant des petits producteurs, instaurant une monoculture là où il y avait multiplicité de cultures destinées à la consommation humaine, et de ce fait provoquant un appauvrissement des sols, obligeant certains pays à importer massivement des produits qu'ils produisaient auparavant, sans parler de l'emploi massif de produits chimiques, tant pour la production des végétaux concernés que pour leur transformation en carburant, de l'action directe et indirecte de ce type de production sur le recul des forêts. Et l'un des principaux pays producteurs d'éthanol de bioéthanol, est justement le Brésil, où un certain nombre de problèmes environnementaux qui existent dans ce pays sont liés notamment à la production de bioéthanol. On pourrait effectivement citer encore d'autres exemples, mais on voit là comment le capital, s'appropriant des procédés de production, dès lors qu'il en entrevoit toutes les perspectives de profit, et ça là-dessus c'est un point sur lequel il faut insister, le fait avec ses méthodes, c'est-à-dire celle de la destruction de forces productives, et en particulier la principale force productive, la force de travail humaine, et destruction qui inclut la destruction lui-même de l'environnement. On pourrait citer encore beaucoup d'exemples, mais on pourrait, contrairement à ce qu'on se croit, les multinationales restent très attentives à tout ce qui pourra dégager à un moment ou à un autre, dégager donc des profits, et regardent de très très près tous les technologies qui se développent autour de la prétendue défense de l'environnement. Et cela peut prendre d'ailleurs des voies très détournées. Et je prendrai pour cela un exemple qui a été relaté dans plusieurs organes de presse pas plus tard que le mois dernier, et qui concerne l'association L214. Vous connaissez probablement cette association
qui milite contre la violence animale, notamment dans les abattoirs, et plus largement contre la consommation de chair animale et autres produits en provenance des animaux. Une série donc d'articles parus récemment s'interroge sur le financement de cette association. Celle-ci a déclaré que ses ressources étaient à 90% de dons, dont ceux de 132 entreprises. Mais ces dons cachent également le fait que l'association a reçu un très important don d'un fonds d'investissement philanthropique américain dont l'une des principales activités est de financer les entreprises engagées dans la recherche et la production de la viande artificielle, un marché évalué à plus de 100 milliards de dollars d'ici 10 ans, selon la banque anglaise Barclays. Ce don est relativement significatif puisqu'il représente aujourd'hui 8% du budget de cette association. Quant aux 132 sociétés donatrices, il serait intéressant de les connaître, sachant qu'une multitude de startups sont en train de travailler sur la viande artificielle sous les yeux attentifs des groupes alimentaires qui ne manqueront pas, comme à l'habitude, de les racheter à prix d'or si la perspective de profit sur ces technologies se précise. Dans le prolongement de ce que Pierre vient d'évoquer, il faut comprendre que ce ne sont pas des exemples isolés. Marx, dans le Capital, dit que le capital, c'est de l'argent toujours bourgeonnant. Le capital ne peut pas rester statique. Il est en permanence à la recherche de nouveaux champs d'investissement, de nouvelles possibilités de dégager du profit. Le capital n'est ni écolo, ni anti-écolo, ni carnassier, ni vegan. Le capital n'est ni supporter de tel sport ou de tel autre. Le capital n'est ni raciste, ni pas raciste. Le capital est le capital. Et il s'investit là où le profit est possible. Et celui qui oublie cette réalité, celui qui fait mine de croire, ou qui a, je dirais, la naïveté de croire, que les solutions aux gigantesques destructions en cours, parce qu'il ne s'agit pas de menaces pour l'avenir, c'est des destructions en cours, que les solutions aux gigantesques destructions en cours peuvent contourner la place qu'occupe le capital dans notre société, cela, dans le meilleur des cas, s'apprête à se heurter à un mur, et dans le pire des cas, font obstacle à ce qu'on comprenne les problèmes. Je reviens 2 secondes sur ce que Pierre vient d'évoquer. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Par exemple, cette histoire des batteries électriques. J'avais dans des voitures électriques, j'avais dans mon dossier un article du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné n'est pas un journal, comment dire, anticapitaliste ou révolutionnaire. Alors, il donne les éléments de ce que dit Pierre, avec quelques détails. Dans la batterie d'une voiture électrique, il y a 16 kilos de nickel. Et il faut le chercher en Indonésie, en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que vous avez lu dans le numéro en cours de la Tribune des Travailleurs qu'il y a en ce moment une mobilisation en Nouvelle-Calédonie. Et la partie de la population qui n'a pas été importée par la colonisation, ce qu'on appelle les Kanaks, ceux qui représentent historiquement le peuple de Nouvelle-Calédonie, qu'ils appellent la Kanaki, se mobilisent très largement contre un projet du gouvernement, lié au gouvernement français, qui consiste à livrer l'exploitation du nickel à des multinationales étrangères, notamment brésiliennes et américaines. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent que les conditions d'extraction du nickel, qui sont déjà extrêmement polluantes et désastreuses pour la santé des populations, soient encore pires si ceux qui le décident sont par ailleurs totalement étrangers à la Kanaki. Le Canard enchaîné dit, le nickel, on ne le trouve jamais à l'état pur. Il existe dans une très faible proportion. Il suffit qu'il y ait, et même les non-scientifiques dont je fais partie peuvent comprendre cela, il suffit que dans un minerai, on trouve 1,3% de nickel pour que ce soit suffisant pour lancer l'exploitation. Ce qui veut dire que pour dégager 1,3 kg de nickel,
vous allez avoir 98,7 kilos de déchets. Et le canard enchaîné poursuit en disant « creuser, extraire, broyer, cribler, hydrocycloner, résultat de colossales montagnes de résidus. La plupart des temps, on les déverse dans la mer. Ceux qui nous disent la voiture électrique est la solution à tous les problèmes pointent du doigt un vrai problème, la pollution créée par l'abus des carburants issus du carbone, c'est certain. Mais la solution qu'ils mettent en avant, est-elle réellement meilleure? Peut-être est-elle pire? Quel contrôle avons-nous dessus? Aucun. Le canard enchaîné poursuit. Il faut aussi du lithium dans les batteries. Alors Pierre l'a expliqué, on le trouve dans les hauteurs des Andes, etc. Il faut aussi du cobalt, on va le chercher au Congo. Et le canard enchaîné commente, le cas du cobalt inquiète particulièrement les constructeurs automobiles soucieux de leur image d'ami du genre humain. En effet, et c'est les Échos qui parlent, donc le journal du capital financier, qui ne peut pas être soupçonné d'être hostile au capital, les Échos disent que le cobalt est associé au travail d'enfants qui creusent à main nue dans des mines artisanales pour à peine 2 $ par jour. Et on veut me faire croire à moi, consommateur crédule d'un pays capitaliste développé, que le choix que je ferais d'un véhicule électrique serait infiniment plus protecteur de quoi? Des enfants qui sont en train de crever à extraire le cobalt. Et puis, cerise sur le gâteau, comme la batterie électrique est affreusement lourde, tout le reste du véhicule doit être léger. Donc la Tesla, en l'occurrence, a une carrosserie en aluminium. Détail, l'extraction de l'aluminium produit des boues rouges très toxiques et est très gourmande en énergie. Bien, camarades, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des questions scientifiques pour comprendre qu'il y a pour le moins, dans ce tour de passe-passe, une véritable mystification. Bien sûr, derrière cette mystification, les constructeurs d'automobiles qui savent que la voiture à essence a mauvaise presse, que par conséquent, les gens vont, pour de bonnes raisons, hésiter à en acheter, qu'en plus les gisements de pétrole risquent de s'épuiser, eh bien, sont en train de faire ce que fait tout capitaliste face à des conditions qui se modifient, il se reconvertit, mais en maintenant le même mépris pour les travailleurs, le même mépris pour les enfants surexploités, le même mépris pour l'environnement et sans la moindre préoccupation écologique. Alors quant à ce que Pierre rapporte sur L214, j'ai écouté la même émission que lui, mais j'ai noté dans cette émission le commentaire suivant d'une sociologue qui, après avoir expliqué tout ça, dit « c'est clair que cela prépare le surgissement de la viande cellulaire, comme il y a de plus en plus de gens qui sont réticents à manger de la viande animale, donc il y a un marché possible et qu'en plus, il y a ces campagnes et ces associations qui mettent en cause la souffrance animale, qui est une réalité que nous ne chercherons pas à mettre en cause. Et donc la mise en cause de la souffrance animale va créer d'une certaine manière pour les capitalistes, je ne parle pas pour ceux qui mènent ces campagnes, va créer un marché, celui de la viande cellulaire, où, d'après ce que j'ai compris, avec une cellule de viande animale, on peut reproduire des quantités considérables de viande qui, sans être exactement animale, sont d'une certaine manière d'origine animale. Et la sociologue qui étudie ça dit, et à mon avis, elle a tout à fait, elle est lucide, elle dit « Je pense que les premiers diffuseurs de la viande in vitro, ce sera McDonald's et tous les vendeurs de hamburgers. » Et c'est probable. Alors, camarades, je cite cela dans le prolongement de ce que dit Pierre, parce que ce n'est pas nous qui le disons. Dans un cas, c'est le canard enchaîné, dans l'autre cas, c'est, je crois, France Inter ou France Info. Ce sont des faits établis. Et par conséquent, les campagnes incessantes de culpabilisation individuelle. Si vous roulez dans une voiture à essence, vous êtes responsable de tous les malheurs écologiques du monde. Par contre, si vous utilisez une voiture électrique, alors vous êtes quelqu'un de respectueux de la nature. Toutes ces campagnes ne sont que des mystifications par lesquelles les capitalistes essayent de redorer en quelque sorte leur blason écologique, parce qu'ils savent qu'il y a une préoccupation et elle est légitime dans la population, mais les solutions ne sont donc pas là. Elles ne sont pas dans ce qu'on nous présente comme des solutions. Le propre du capital, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il doit toujours bourgeonner. Mais pourquoi? En système capitaliste, la source de toute richesse nouvelle, c'est l'exploitation de la force de travail. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Nous avons consacré une précédente conférence marxiste à cette question, intitulée « Le capitalisme cannibale ». Et pour ceux d'entre vous qui veulent approfondir le sujet,
vous pouvez la consulter en différé sur le site de la Tribune des travailleurs. Et ce système capitaliste, il est confronté aujourd'hui à une phase de putréfaction, de pourrissement, qui est caractérisée par le phénomène suivant. La tendance naturelle du système capitaliste, c'est de développer sans limite ses forces productives, c'est-à-dire sa capacité à produire des marchandises, mais le marché lui-même est limité. Les travailleurs qui sont en même temps les consommateurs ne peuvent s'approprier qu'une petite quantité des marchandises produites. Et si les marchandises ne sont pas consommées, alors le profit n'est pas réalisé et par conséquent, le système est confronté à sa propre crise et nous y sommes aujourd'hui pleinement, nous sommes en plein dedans. Alors le capitalisme, pour survivre, est amené à favoriser toutes sortes de moyens artificiels de dégager du profit quand même. L'un de ces moyens, c'est la spéculation. Et on l'a vu très récemment. Il a suffi que, je ne sais plus quel laboratoire, annonce que son vaccin était quasiment prêt, et comme il a été le premier à le dire, les actions sont montées en flèche, une spéculation portant sur des milliards de dollars s'est engagée, et puis ensuite on a appris que le vaccin n'était peut-être pas tout à fait prêt, qu'on allait voir, que d'ailleurs il y avait des concurrents, mais peu importe le vaccin, le profit spéculatif était réalisé. Le problème de ce profit spéculatif, c'est qu'il ne correspond à aucune richesse nouvelle. Il correspond au fait que des capitaux ont été déplacés d'un endroit à un autre, et pour qui veut dégager des richesses nouvelles, il va falloir accroître l'exploitation des travailleurs. L'autre source, ce sont les forces de destruction que sont l'économie d'armement, l'économie numérique, et là aussi, que n'a-t-on entendu sur le fait que l'avantage de l'économie numérique et du télétravail, parce que ça économise beaucoup de transport, est favorable à l'environnement. Mais comme Pierre l'a rappelé, ce qui est vrai pour les batteries des voitures électriques est vrai pour les smartphones, est vrai pour plus généralement l'informatique. Cela fait appel à ce qu'on appelle les terres rares, à des matériaux rares dont les conditions d'extraction, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est du domaine public, notamment en Chine, sont des conditions d'extraction aux conséquences environnementales épouvantables et aux conséquences humaines épouvantables pour ceux qui sont amenés à le faire. Donc, le cadre de ce système capitaliste, c'est qu'il ne se survit aujourd'hui que par un développement, une croissance permanente de ce qu'on appelle les forces destructrices. Il ne se survit que par, principalement, la spéculation, la destruction du travail vivant remplacé par le travail mort, mais le travail mort ne produit pas de profit, et donc c'est une manière, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est une manière de résoudre la crise en l'aggravant. Par l'économie d'armement, et tout le monde comprend que les marchandises de l'armement, pour les consommer, il faut des guerres, et par conséquent, c'est une illusion mortelle de croire que le mécanisme de destruction de l'environnement peut être abordé, et a fortiori trouver des solutions, coupées du mécanisme de destruction de la force de travail, de l'humanité elle-même. Ces deux phénomènes sont indissolublement reliés, et combattre cette tendance à la destruction, qui est la tendance mortelle du capitalisme arrivé à son agonie, qui menace effectivement l'avenir de l'humanité dont son environnement est indissociable, combattre cela exige de se refuser à séparer la question de l'environnement de la question de l'exploitation capitaliste. Et je crois qu'arrivé à ce stade, c'est Marc qui doit prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais donner quelques références de manière quelque peu sommaire. Je vais donner des indications sur, je dirais, les points principaux concernant la question du rapport de l'homme à la nature, à l'environnement, dans l'œuvre de Marx, dans l'œuvre de Engels, chez les marxistes et aussi, chez les marxistes en un sens, au sens où, jusqu'à aujourd'hui, cette préoccupation a été, traitée et non pas négligée par les marxistes. Alors, pour revenir au fait, on sait que Marx met au centre de l'existence humaine le travail humain, mais c'est une évidence de le dire, il faut quand même le rappeler, bien évidemment, le travail n'est jamais quelque chose de suspendu en l'air, il n'y a pas de travail en soi. Le travail, c'est toujours le travail de quelque chose qui n'est pas le travail.
Et ça, c'est quelque chose qui est détaillé de manière très très intéressante dans un passage du Capital, le Capital du livre 1 du Capital, troisième section, chapitre 5, qui s'intitule Procès de travail et procès de production. Et donc, il y a une analyse très détaillée de ce qu'est le travail. Qu'est-ce que c'est le travail? C'est pas juste une activité suspendue en l'air, bien évidemment. Le travail est d'abord un objet de travail, et cet objet de travail, l'homme le trouve face à lui, c'est le travail, le travail a pour objet la nature. Cet objet de travail est donc la nature. Donc, travaillant, l'animal qu'est l'homme a un rapport à la nature. Le travail se nourrit constamment de la nature. Mais je dirais que le lien du travail à la nature ne se résume pas à cela, puisque le travail n'a pas seulement la nature pour objet, c'est toujours dans le même passage. Marx explique que le travail utilise la nature comme moyen de travail, puisque l'activité qu'est le travail repose sur des processus naturels, repose sur des processus physiques, sur des processus chimiques, puisque la transformation de ce que la nature donne à l'homme repose sur les lois de la nature elle-même. Donc l'activité qu'est le travail n'est pas une activité qui est non naturelle. Cette activité repose entièrement sur des processus naturels. Bon. Donc le travail, pourrait-on dire, utilise la nature, mais on pourrait dire qu'il est initié par l'homme. On pourrait dire qu'étant initié par l'homme, certes, il utilise la nature, mais il a d'une certaine manière une origine qui est elle-même non naturelle, puisqu'humaine. Mais en fait, il faut bien considérer la place que donne Marx à l'homme. Ce n'est pas une place qui est hors de la nature. En réalité, l'homme n'est pas une créature surnaturelle, l'homme n'est pas une créature spirituelle qui serait opposée à la nature. L'homme est un être qui fait lui-même partie de la nature. L'homme transforme la nature, et transformant la nature, ce n'est rien d'autre que la nature se transformant elle-même. Marx insiste là-dessus dans toute son œuvre. On le trouve aussi dans les manuscrits de 1844 qui développent ces rapports de l'homme à la nature d'une manière extrêmement importante. Donc, la différence entre l'homme et l'animal, qu'est-ce qu'elle va être? Cette différence, c'est que l'animal produit sans savoir ce qu'il fait, sans savoir ce qu'il produit. Il ne choisit pas sa propre activité. C'est cette fameuse phrase qui est aussi dans ce chapitre du Capital que j'ai cité. Marx compare l'activité de l'homme à l'activité de l'araignée. Une araignée accomplit des opérations qui s'apparentent à celles du tisserand, et une abeille en remontre à maint architecte humain dans la construction de ses cellules. Mais ce qui distingue d'emblée le plus mauvais architecte de la meilleure abeille, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête, avant de la construire dans la cire. Donc, l'essentiel est que l'activité humaine, le travail humain, est quelque chose de conscient. L'animal, en revanche, n'est pas conscient de lui-même, il n'est pas conscient de la nature. Alors, d'où vient ce pouvoir insigne de l'homme qui ferait de lui un être conscient, capable de se représenter des buts, capable de saisir ce qu'il fait, capable de saisir son environnement? Est-ce que cela ne fait pas d'une certaine manière de l'homme un être au-dessus de la nature, hors de la nature? Alors c'est là que justement, il s'agit de revenir à ces analyses qui ont été faites dans les manuscrits de 1844 de Marx, Marx plus jeune, en 1844, je rappelle, le Capital c'est 1867, 1844, Marx avait 26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en réalité, le fait que l'homme soit conscient de la nature, que l'homme se rapporte à la nature comme un être conscient, est quelque chose qui vient de la nature, qui vient des caractéristiques de l'homme comme étant un être naturel. Et donc, le fait de faire de la nature un objet est quelque chose qui est un processus naturel, et c'est le fruit de l'activité humaine. L'animal, en fait, produit, certes, mais il n'est qu'une pièce à l'intérieur de la nature. Il transforme la nature d'une manière qui est en quelque sorte déterminée à l'avance. Par exemple, l'abeille va faire une ruche, elle va produire du miel. Pourquoi? Parce que la nature a fait de cet être-là un être produisant de cette manière-là. L'homme, ce n'est pas son cas. Pourquoi? Non pas parce qu'il serait doté d'une espèce de liberté mystérieuse, toute spirituelle, mais parce qu'il est doté d'un corps qui a la capacité d'avoir des relations multiples, des relations nombreuses à la nature. C'est de là qu'il peut saisir la nature comme un objet
face à lui, donc librement. Je prends un exemple pour essayer d'illustrer ça, parce que je renvoie à ces textes, mais ces textes sont quand même compliqués à saisir, donc je donne un peu cette idée. Que, pour être plus concret, imaginons que quelqu'un nous bouscule dans la rue. On nous bouscule dans la rue, parfois on a des réactions un petit peu, je dirais, pas très subtiles. On se dit dans sa tête des mots que je ne dirai pas ici. Mais pourquoi? Parce qu'on ressent une personne simplement à travers cette affection unique. Et donc, quelqu'un nous fait mal, on ne le ressent qu'à travers cette nuisance. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un rapport à cette personne. Bien sûr, si je multiplie les rapports à cette personne, si je considère une personne non plus seulement comme l'ayant bousculé dans la rue, mais comme ayant plein d'autres propriétés, eh bien, je la saisis comme indépendante de cette affection, de cette douleur qu'elle a causée à ce moment précis. Donc, qu'est-ce qu'on voit par là? On voit que précisément en multipliant les affections, en multipliant les relations avec un être, en quelque sorte, la quantité se transforme en qualité, alors qu'on ne saisissait qu'une affection et qu'un être à travers une affection, on commence à saisir un être comme un objet indépendant, comme ayant une existence indépendante. Et c'est vraiment cela, c'est cette différence presque quantitative au départ qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Donc je comprends que la nature a une existence indépendante de moi et j'en fais un objet. Donc tout est naturel finalement dans le travail humain. La liberté de l'activité humaine est quelque chose qui est une propriété corporelle de l'homme, du corps de l'homme. Et donc, je renvoie à cette section des manuscrits de 44, travail aliéné et propriété privée, dans le premier manuscrit. Bien. Alors, la différence entre le rapport de l'homme à la nature et le rapport de l'animal à la nature, c'est que, à la différence de l'animal, l'homme se rapporte à la nature tout entière, pas juste à une partie de la nature. La nature n'est pas seulement quelque chose dans quoi l'homme vit. La nature, dit Marx, dans les manuscrits de 1844, est le corps non organique de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par son travail, le corps, par le travail de l'homme, le corps de l'homme ne s'arrête pas à nos mains, ne s'arrête pas à nos jambes, puisque travaillant la nature, nous en faisons le prolongement de notre propre corps. L'outil prolonge notre main, la voiture remplace nos jambes, etc. Bon. Et par ailleurs, Marx dit que l'homme reproduit lui-même toute la nature. Pourquoi? Parce que non seulement il produit par son travail des choses en se rapportant librement à ce que la nature lui fournit, mais il s'y rapporte aussi théoriquement. Il comprend la nature, il pense la nature, il se la représente, il en saisit les doigts. Ainsi, la nature n'est pas un simple milieu passif pour l'homme, mais elle apparaît à l'homme comme son œuvre et sa réalité. Alors, ce que l'homme voit, ce que l'homme sent, ce que l'homme comprend n'est pas d'ailleurs simplement donné, mais c'est le fruit de son activité. Sentir, voir, c'est déjà agir. Donc, c'est déjà quelque chose qui émane du travail de l'homme, que de simplement sentir son environnement, que de voir son environnement, etc. Donc, c'est pourquoi Engels dit d'ailleurs dans la dialectique de la nature, dans le chapitre « Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme », que le travail a créé l'homme lui-même. Il n'y a pas d'abord un homme qui serait là avec des facultés bien particulières et qui ensuite se mettrait à travailler. Non, le travail lui-même est ce qui a permis à l'animal qu'il était de devenir l'homme et de créer tous ces rapports qui lui permettent de maîtriser de mieux en mieux son rapport à la nature. Donc l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il n'est pas un être indépendant de la nature, il est dans la nature, il n'est même que son rapport à la nature. Alors, cette idée que l'homme est tout et la nature rien, cette idée qu'on pourrait imaginer attribuer à Marx qui, en quelque sorte, ferait de l'homme une créature supérieure à la nature, n'a non seulement été étrangère au marxisme, mais est même anti-marxiste. Pour le dire rapidement, précisément Marx, dans un texte qui s'appelle « La critique du programme de Gotha », renvoyer les auteurs de ce programme à leur erreur consistant à croire que le travail est la source de toute richesse. En réalité, le travail n'est pas la source de toute richesse, c'est la nature est elle-même aussi la source de la richesse. Et précisément, Marx dénonce cette idée que toute richesse viendrait du travail. Pourquoi? Parce que il dit les bourgeois ont de fort bonnes raisons d'attribuer au travail une surnaturelle puissance de création.
car du fait précisément que le travail dépend de la nature, il s'ensuit qu'un homme qui ne possède aucune autre propriété que sa force de travail, donc le prolétaire, doit être dans toutes les sociétés et civilisations l'esclave des autres hommes qui se sont rendus propriétaires des conditions matérielles du travail. Donc, vous voyez que omettre le fait que la nature est pourvoyeuse de richesse et qu'elle est une des conditions du travail, c'est précisément se soumettre à l'idéologie bourgeoise qui consiste précisément à priver le prolétaire de la richesse naturelle et de se l'approprier. Bien. Donc, bon, je vais un peu vite sur certaines choses parce que j'ai beaucoup de temps. Donc, c'est le capital qui, il faut savoir que c'est le capital qui engendre la dégradation de l'environnement de l'homme et non pas l'activité humaine en général. Et ça, on peut le lire dans un livre de Engels qui s'appelle L'Anti-Düring. Dans ce livre, si vous regardez la troisième partie, chapitre 3, vous pouvez y voir la description de cette production par le capitalisme de ces lieux de concentration d'activité et de population que sont les villes, et qui va produire l'intoxication de l'air, de l'eau et du sol. Et que dit Engels à ce sujet? Il dit que c'est précisément le socialisme, c'est la suppression du caractère capitaliste de l'industrie qui permettra une solution à tous ces effets désastreux de l'activité humaine en régime capitaliste et seulement en régime capitaliste. Ce n'est que par la fusion de la ville et de la campagne que va amener le socialisme que l'on pourra éliminer l'intoxication actuelle de l'air, de l'eau et du sol. Elle seule peut amener les masses qui aujourd'hui languissent dans les villes au point où leur fumée servira à produire des plantes au lieu de produire des maladies. Bien, donc voilà, je voudrais donner quelques références importantes hors de l'œuvre de Marx et de Engels, mais dans les suites. Il y a un projet de résolution sur l'écologisme de Gérard Bloch, qui est un document de l'OCI, ancêtre de la TCI de 1979, qui précisément dénonce l'écologisme comme isolant un caractère particulier, un problème particulier lié au mode de production capitaliste, mais qui l'isole de la crise d'ensemble de la société. Alors je vous renvoie à ce texte qui est important, puisque dénonce l'idée que le marxisme aurait négligé cet effet du mode de production capitaliste, et que donc il faudrait crier à son obsolescence, etc. Il y a un autre article de Pierre Cise, le marxisme face au développement durable, qu'on trouve dans La Vérité numéro 58, où précisément est étudiée cette notion de développement durable, qui est une idée qui naît dans les institutions de l'impérialisme, donc à laquelle il faut accorder un sens idéologique bien précis dans ce cadre impérialiste. Cela développe l'idée que le développement humain doit rester dans les limites que lui impose la nature. Voilà, c'est ce que nous suggère l'idée de développement durable. En réalité, c'est le mode de production capitaliste qui engendre la nécessité de cette limite. Ce n'est pas l'activité humaine, ce n'est pas la faute à la consommation humaine, c'est la faute au mode de production capitaliste. Alors, il y a un autre article sur l'écologie politique et l'écosocialisme, un article de Pierre Cise, Jean-Pierre Raffi et Daniel Gluckstein, les marxistes face à l'imposture de l'écologie politique et son avatar, l'écosocialisme, qui est un article de janvier 2012, un autre article qui revient sur le même thème, à nouveau à propos de l'écosocialisme dans le numéro 676 de février 2011, où précisément il est question d'un passage de Engels, la dialectique de la nature, où les éco-socialistes prétendent pouvoir tirer de Engels une soi-disant conscience écologique, une dénonciation de l'orgueil de l'homme dans sa volonté de maîtrise de la nature, puisque Engels a cette fameuse phrase ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature, elles se vengent sur nous de chacune d'elles. Alors cette phrase est extraite de son contexte et les éco-socialistes lui font dire des choses qu'elle ne dit absolument pas. Voilà. Alors, parmi les questions qui sont posées, il est demandé de revenir sur l'approche de la révolution bolchevique, sur la question qui fait l'objet de cette conférence. Pierre va y revenir. Et ensuite, dans le prolongement,
Pierre puis Adrien vont traiter toute une série de questions qui sont à l'ordre du jour de cette conférence. Oui, alors, comme l'a montré Marc, les marxistes se sont exprimés et continuent d'ailleurs toujours à s'exprimer sur cette question de l'environnement et parfois aussi sous une forme, je dirais, polémique par rapport au courant, notamment aux différents avatars de l'écologisme. Et je dirais que l'un des éléments qui ressort en fait de l'ensemble de ces écrits et qui, je l'espère, ressortira de cette conférence, c'est que les marxistes estiment que le socialisme, l'appropriation collective des moyens de production, le renversement du système fondé sur la propriété privée des moyens de production et sur l'exploitation du travail, de la force de travail des prolétaires, poseront les bases très certainement d'une vision, d'une orientation et de politique concrète qui permettront de régler les problèmes, je dirais, généraux de l'humanité, incluant la question de l'environnement. On peut le penser, et pourquoi ? Donc, comme on vous l'a indiqué, on a exposé précédemment donc, les raisons pour lesquelles le combat pour défendre l'humanité et son environnement passe par les marxistes, par le renversement du capitalisme. Et nous pensons que le socialisme pourra permettre de poser les bases de régler ce type de problème en éradiquant la propriété privée des moyens de production pour les utiliser dans le seul but de la satisfaction des besoins du plus grand nombre, dans une vision à long terme, dépouiller la vision à court terme du profit, c'est ce que disaient notamment Engels et Marx dans les présentations que viennent de faire Marc. En particulier, c'est libérer la science et la recherche du carcan du profit et de la rentabilité et les tourner entièrement vers les objectifs à long terme de la satisfaction de tous les besoins de l'humanité et de son existence. Et cela nécessite donc une recherche libre avec des moyens et une planification à long terme permettant de maîtriser les effets à long terme des décisions présentes. Alors, pour répondre à la question qui est posée, au-delà je dirais, de ce que je viens de dire, nous avons un exemple concret dans l'histoire du combat de la classe ouvrière pour son émancipation. C'est effectivement la politique, c'est la révolution russe, et en particulier les premières mesures d'importance prises par la jeune République des Soviets en matière d'environnement. Nous avons consacré dans une chronique environnement de la Tribune des travailleurs à cet épisode, qui a été effacé très très longtemps de la mémoire du fait de la liquidation par la bureaucratie stalinienne de cette politique et le remplacement par une politique désastreuse, notamment sur le plan scientifique et en particulier sur la question de l'environnement. Il est important d'y revenir parce que là, nous avons un exemple concret de ce pourquoi combattent les militants marxistes, en particulier les militants de la 4e internationale. Lénine et plusieurs des dirigeants bolcheviques, en tant que marxistes, se sont intéressés très tôt à ces questions d'environnement. En plus, il se trouvait que dans la Russie pré-révolutionnaire, il y avait un corps de spécialistes, d'écologues, c'est-à-dire des spécialistes de la science écologique, particulièrement performants. Lénine et les bolcheviks, 2 jours après la prise du pouvoir, en octobre 17, sortait donc le décret sur la nationalisation de la terre, du sous-sol et des forêts, en les arrachant à la propriété privée. Condition, à leurs yeux, indispensable pour envisager une politique tournée vers la satisfaction de l'écologie, des besoins du plus grand nombre. Mais très tôt, Lénine en particulier, très au fait d'ailleurs des travaux de l'écologie scientifique russe, a cherché les moyens d'une politique à long terme de gestion des ressources et de l'environnement basée sur la connaissance scientifique. Il ne s'agissait pas pour lui, bien évidemment, d'instrumentaliser la science à des fins politiques, comme le fit d'ailleurs plus tard Staline et la bureaucratie par la suite, et que sous une autre forme, il faut le dire, font les différents mouvements, c'est ce que fait les différents mouvements écologistes, comme l'expliquait tout à l'heure Daniel. Et il ne s'agissait donc pas d'instrumentaliser la science,
mais de l'utiliser pour définir une politique à long terme, dégager des contraintes du moment. Sachant que les contraintes étaient particulièrement fortes, puisque les principales mesures du gouvernement de la jeune République soviétique furent prises en pleine guerre civile, alors que la révolution était menacée par les forces impérialistes et contre-révolutionnaires. D'ailleurs, toute la politique en matière d'environnement du jeune pouvoir soviétique sera mise sous la gestion du commissariat à l'éducation, qui avait également la charge de la recherche scientifique. C'est la raison pour laquelle c'était donc le commissariat à l'éducation qui gérait ces questions-là pour les extraire de toute autre contrainte. Cette politique s'appuiera sur un réseau de scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui avait une caractéristique, c'est qu'ils étaient extrêmement compétents, mais effectivement, politiquement, ils l'étaient beaucoup moins, et étaient même la plupart hostiles politiquement aux bolcheviks. Mais néanmoins, Lénine, dans sa politique que Trotsky a également appliquée, qui était celle de l'utilisation de toutes les compétences, et estimant que parce qu'on était communiste, on n'était pas forcément un bon scientifique. Et donc, d'ailleurs, Lénine a même sorti un ou deux de ces scientifiques des prisons de la Tchéka, où ils avaient été emprisonnés pour leur position politique. Il faut dire que la majorité était ce qu'on appelle le parti cadet, qui était un parti de droite ou centriste, je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, mais en tout cas très opposé, bien évidemment, à la révolution de 1917. Eh bien, il est allé jusqu'à les sortir même de prison, de les constituer en réseau, de leur donner tous les moyens afin d'assurer l'indépendance de leurs travaux. Et c'est ainsi que, sous les premières années de la Révolution, plus de 40 centres de recherche furent créés en pleine guerre civile. Le gouvernement soviétique est le premier gouvernement au monde à établir des parcs nationaux totalement isolés et destinés à l'étude de l'environnement, afin notamment de développer des mesures de réhabilitation des zones dégradées. Le premier de ces parcs sera créé dès 1919 et cette politique fut étendue une fois, bien évidemment, la guerre civile terminée en 1921 et donc la reconquête de toute une série de territoires effectuée. Enfin, également dès 1919, le gouvernement soviétique prendra des mesures contre la surexploitation des forêts pour réguler la chasse, notamment la chasse du gibier à fourrure, qui était l'une des principales ressources de devises d'un pays enfoncé dans une situation économique effroyablement compliquée par le blocus et la guerre civile. Des décrets furent également pris pour protéger les pêcheries et empêcher la surpêche et pour, réguler la pêche, qui était aussi une autre source de devises de ce pays. Donc chacun comprendra qu'il ne s'agissait pas pour les bolcheviks de verdir leur politique, de satisfaire à une quelconque mode écologiste à une période où non seulement cela n'existait pas, mais où écologie désignait une science et non un courant politique. Cela partait simplement d'un point de vue qui était que seul le renversement du capitalisme, l'appropriation collective des moyens de production et leur orientation vers la préservation de l'existence de l'humanité, incluant la préservation de son environnement dans une vision à long terme, appuyée sur une science travaillant dans un cadre indépendant et à qui tous les moyens possibles sont donnés, seul tout cela pouvait répondre aux besoins de l'humanité. Ces politiques, bien évidemment, furent stoppées net par la bureaucratie montante et son chef Staline, ne serait-ce que parce que toute liberté, y compris la liberté scientifique, lui était intolérable. C'est le début de la capillarisation de la science, utilisée à des fins politiques pour justifier la domination de la bureaucratie. La politique impulsée par Lénine fut liquidée. Les scientifiques qui ont travaillé sur ces politiques furent pour la plupart également liquidés. Les parcs nationaux fermés, puis supprimés après la Deuxième Guerre mondiale, et tout cela fut remplacé par une politique catastrophique, non seulement avec des conséquences environnementale, une politique que je dirais, en tous les cas économique, avec des conséquences terribles sur le plan environnemental, dont l'assèchement de la mer d'Aral est probablement la conséquence qui fut la plus, et qui est d'ailleurs toujours malheureusement, la plus emblématique. Donc là, nous avons un cas concret, et donc pour répondre à la question,
voilà quelle était la politique impulsée pendant la période révolutionnaire, avant la contre-révolution stalinienne. Alors, je continue. Oui, alors là, on va passer sur ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aborder quelques sujets, certains répondant d'ailleurs à des questions, sur lesquels l'objectif est tout simplement d'ouvrir des points de discussion, mais essayer de les présenter dans une optique, je dirais, marxiste. Alors, ce sont 3 questions. La première, ça sera Adrien donc, qui interviendra, qui sera sur la question de l'impact de la population et de la démographie sur l'environnement, et ceci en réponse à une question posée. Ensuite, j'interviendrai sur la question de la limite des ressources de la nature, particulièrement des ressources minières, et une troisième donc intervention qui sera de nouveau d'Adrien sur la biodiversité. Oui, sur la question de la biodiversité, faut-il en fait la préserver? Adrien. Merci Pierre. Donc effectivement, il y avait une question qui, je vais la lire, posait la question de savoir si la démographie croissante mondiale aura un réel impact sur notre environnement. Alors c'est une question importante qui est souvent soulevée, la plupart du temps formulée au présent. Là, elle est formulée au futur, et je trouve ça intéressant. Donc j'ai essayé, comme l'a proposé Pierre, d'apporter quelques éléments de réflexion sans avoir l'idée et la prétention d'y donner une réponse catégorique et finale. Donc c'est une question qui remonte aux idées de Malthus, qui était un économiste britannique du 19e siècle, qui a donné le mouvement malthusien, selon lequel pour combattre la pauvreté, il faudrait limiter la masse des pauvres. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la démographie? La démographie, c'est l'étude des populations et de leur dynamique, en particulier des populations humaines, et de nombreux écologues, pour reprendre ce terme que j'oppose effectivement à écologistes, se sont posés la question de comment étudier la démographie, comme par exemple notre cas. Alors soyons clairs, l'être humain, comme tout être vivant, ça a été rappelé, est en interaction directe et indirecte avec son environnement, d'où il tire ses moyens de subsistance, ses ressources alimentaires, bref, l'ensemble des ressources nécessaires à sa croissance et à sa reproduction. Pour l'espèce humaine, on peut y ajouter les ressources nécessaires à la constitution du logement, éventuellement aux loisirs, etc. Comme tout être vivant, donc, chaque individu a un impact sur son environnement, et plus le nombre d'individus augmente, plus a priori cet impact augmente, sans que la relation soit nécessairement linéaire. Donc oui, on pourrait répondre simplement, la démographie croissante a un impact sur l'environnement. Maintenant, la question peut être précisée. La démographie a-t-elle un impact en soi sur l'environnement? Quel impact dans quel système de production? L'impact de tous les individus considérés comme identiques, ou alors l'impact d'une humanité mondiale constituée de différentes classes aux intérêts divergents. La question peut être effectivement posée au futur, mais on peut la décliner au présent et au passé. Alors très rapidement, au passé, la première croissance importante de la démographie mondiale a eu lieu au Proche-Orient il y a à peu près 10 000 ans, parallèlement à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Au présent, il est important tout d'abord de noter que cette démographie croissante est largement inégale à l'échelle du globe. Elle est particulièrement galopante dans les pays dominés, en Afrique, en Asie, en Europe. Cette démographie, en fait, régresse ou en tout cas se stabilise avec un nombre d'enfants par femme en état de procréer, en âge de procréer, qui est souvent inférieur à 2. Mais présenter la démographie en tant que telle comme source de tous les maux, menaçant l'humanité et dégradant l'environnement, c'est donc à la fois, à partir du constat que cette démographie est inégale, à la fois d'abord désigner les catégories les plus exploitées de l'humanité comme responsables de la dégradation de l'environnement, alors qu'elles sont les premières victimes de cette dégradation de l'environnement par le capitalisme, notamment dans le cadre du réchauffement climatique, par exemple, avec les questions de migration climatique dont vous avez sans doute déjà entendu parler, à la fois comme catégorie de population, voire comme individu qui serait irresponsable. Cette position nauséabonde peut être évidemment la nôtre, et elle va parfois plus loin en désignant les populations des peuples dominés comme responsables de leur propre malheur. Au XXe siècle, soit dit en passant, plusieurs éminents scientifiques ont adopté ce même raisonnement pour proposer de stériliser de force
les classes populaires européennes, y compris d'autres grands noms de la génétique des populations, par exemple, comme Fischer, un éminent anglais qui a été anobli. Alors, présenter la démographie comme source de tous les maux, c'est donc à la fois ça, et c'est également dédouaner le système capitaliste de sa propre responsabilité, évidente dans la dégradation actuelle des conditions d'existence de l'humanité dans son ensemble, donc avant tout de l'immense majorité d'entre elles, la classe ouvrière. Or, est-ce que la démographie en soi, qui représente la principale la démographie en soi, qui représente la principale menace pour l'humanité et son environnement? Quel est le facteur de paupérisation des pays dominés, écrasés par une dette plusieurs fois remboursée et utilisés comme levier par le Fonds monétaire international et ses plans d'ajustement structurel mis en place pour exploiter encore davantage la classe ouvrière, détruire les systèmes de santé, fermer les écoles, empêchant les femmes d'avoir accès à la liberté d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants ou de choisir le nombre d'enfants qu'elles désirent. Enfants qui, dans les conditions actuelles d'existence dictées par les institutions mondiales du capitalisme, n'ont souvent pas accès à l'école, n'ont souvent pas accès à l'instruction et sont forcés, dans ces conditions actuelles, d'aider leur famille dans les travaux quotidiens pour survivre, tant bien que mal, comme Daniel l'a rappelé tout à l'heure, sur l'extraction du cobalt à main nue par les enfants, par exemple. Quel est ce facteur, si ce n'est le capitalisme? Alors, en cherchant des chiffres, il y a une chose qui peut surprendre sur la démographie actuelle. Surprendre au sens où elle est rarement mise en évidence. En fait, la démographie, loin d'être galopante, a un taux d'accroissement qui diminue depuis des décennies. Alors, ça ne veut pas dire que la taille des populations humaines diminue en elle-même, c'est-à-dire que l'augmentation elle-même se trouve freinée. Le taux d'accroissement a atteint un pic au tout début des années 60, et puis depuis, il dégringole. Il a été, par exemple, divisé par 2 entre 1968 et aujourd'hui. Il était aux alentours de 2 dans les années 60, 2,1 en 61, et il a atteint aujourd'hui 1,05, donc vraiment divisé par 2, en 2020 à l'échelle mondiale. Et certaines prévisions se hasardent à prédire une population humaine stable d'environ 11 milliards d'individus à l'horizon 2100. Alors, comme la question était posée au futur, mais qu'est-ce qu'on peut dire du futur? D'abord, ce chiffre de 11 milliards est à prendre avec beaucoup de prudence, de l'aveu même des auteurs. Bien sûr, il y a un intervalle de confiance important, autrement dit, une fiabilité évidemment assez réduite là-dessus, d'autant plus qu'on vient de voir que ces paramètres varient dans le temps. Ensuite, au futur, bien, ça va dépendre de ce futur. Pour citer le programme de transition, parce que c'est quand même assez tentant en l'occurrence, sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine période historique, la civilisation humaine tout entière est menacée d'être emportée dans une catastrophe. Tout dépend du prolétariat, c'est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire. Fin de citation. La catastrophe n'est pas liée à la démographie en tant que telle, mais plutôt au fait que dans un système où les capitalistes sont incapables de subvenir aux besoins élémentaires de l'humanité et où une démographie croissante augmente le nombre de personnes soumises à la barbarie qu'il crée. C'est donc ça, la catastrophe. Alors au contraire, avec la révolution socialiste, donc avec la prise du pouvoir par la classe ouvrière, et cela dans la prochaine période historique, on peut penser que la situation serait tout autre. La suppression de la propriété privée des moyens de production libérera ces moyens de production socialisés pour les utiliser dans le seul but de la satisfaction des besoins des plus grands nombres, dans une vision à long terme dépouillée de la vision à court terme du profit. Donc pour conclure et répondre à la question posée, oui, la démographie croissante a et aura un impact réel sur notre environnement. Mais l'importance de cet impact, particulièrement son impact négatif, notamment à long terme, dépendra du système de production, appelant avec d'autant plus d'urgence la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Alors, ce qui me concerne, je vais donc aborder une autre question, qui est la suivante. L'écologisme présente fréquemment la surconsommation, la surproduction et la surexploitation des ressources comme une des causes essentielles des problèmes rencontrés par l'humanité. Alors, effectivement, le caractère fini du volume de notre planète et surtout de la très fine pellicule que constituent les premières centaines de mètres de l'écorce terrestre de laquelle on extrait les métaux peut effectivement conduire à penser que l'épuisement des ressources va se produire à brève échéance. Par conséquent, pour les écologistes, cette situation et son évolution va conduire à un épuisement des ressources de la planète qui sont limitées. Ils en appellent donc à la décroissance, à la réduction massive de la production et de la consommation pour sauver la planète. En dehors du fait que la plupart de la planète est loin d'être ravagée par la surproduction et la surconsommation, mais plutôt par la misère et la sous-alimentation, interrogeons-nous sur cette question des limites des ressources. En fait, l'argument de l'épuisement supposé des ressources s'appuie sur une confusion entre deux notions, la notion de réserve et la notion de ressources.
La notion de réserve correspond à la quantité de métal qui existe et qui peut être exploitée dans des conditions économiques présentes. C'est très souvent sur cette notion que sont basées les statistiques officielles. Les ressources correspondent, par contre, en ce qui les concerne, correspondent à la quantité qui peut être accessible dans les profondeurs supérieures de la croûte terrestre et sont donc bien supérieures aux réserves. Ce qui permet de comprendre que la catégorie réserve est une notion strictement économique au sens de l'économie capitaliste. C'est-à-dire qu'une réserve est une réserve si elle est une source de profit assurée, dans un terme plus ou moins rapide, pour les propriétaires des compagnies minières, c'est-à-dire les actionnaires. C'est ce critère de rentabilité qui définit dans un contexte géologique précis le volume de roche à concentration moyenne connue de métal qui sera exploité pour en extraire la matière première utilisable par l'industrie sidérurgique. Le cours lui-même du métal, le prix du métal, fixe le seuil de la rentabilité. Il est défini en bourse et fluctue en fonction des aléas et crises financières du système capitaliste. La notion de ressources, elle, est donc plus large, mais la détermination de leur volume est plus floue selon la méthode utilisée, selon que les critères géologiques ou les critères dits économiques, c'est-à-dire de profit, pèsent dans l'analyse. Prenons le cas du cuivre, qui est le cas que nous avions pris dans une chronique sur ce sujet qui a été publiée fin septembre dans la Tribune des Travailleurs. Actuellement, les réserves de cuivre sont évaluées à 700 millions de tonnes. Sachant que chaque année, on exploite environ 20 millions de tonnes de cuivre, ceci implique donc que l'épuisement des réserves est donc dans 35 ans. Voici donc un chiffre sur lequel s'appuient les écologistes et partisans de la décroissance pour dire que nous arrivons à la fin des possibilités de trouver du cuivre. Mais nous ferons déjà remarquer que cela implique que l'exploration minière ne permettrait pas, dans les années à venir, de découvrir de nouvelles quantités de ce métal. Mais ceci est contredit par les faits. En effet, la durée de vie des réserves mondiales du cuivre et du nickel, dont on a parlé tout à l'heure, ont été constantes, estimées de 30 à 60 ans en moyenne, entre 1980 et 2011, et ce, malgré une production qui, elle, par contre, a doublé pour ces deux métaux dans cette période. Mais une fois de plus, répétons-le, ces données sont déterminées par les compagnies elles-mêmes en fonction de critères de rentabilité, ce qui limite considérablement les évaluations. Et comme le mentionne très justement une équipe de scientifiques dans le domaine de la compréhension qui travaille dans le domaine de la compréhension de la formation de gisements et de leur exploration, dans un rapport, ils expliquent si une compagnie a suffisamment de réserves pour les prochaines décades à venir, il n'y a pas de raison de dépenser des sommes importantes pour en trouver d'autres, sauf si une augmentation de la production d'un métal est prévisible. Le marché ne réagit pas, c'est-à-dire se satisfait d'une durée de vie d'une réserve qui indique une durée d'approvisionnement de 20 à 40 ans pour la consommation actuelle. Autrement dit, le capital financier n'incite pas les sociétés minières, pour la plupart privées, plus rarement d'État mais intégrées au marché mondial, à entreprendre des explorations géologiques des métaux. Les réserves, comme les ressources, sont de ce fait sous-estimées comme une conséquence même du système capitaliste. Et on ne peut pas se baser sur ce type de données pour évaluer la pérennité de l'existence de l'humanité sur Terre. Pour le cuivre, seulement des profondeurs de 200 à 500 mètres sont actuellement explorées et de larges régions sont encore méconnues, notamment au fond des mers et des océans. Or, les recherches scientifiques ont montré que la plupart des gisements de cuivre se forment à des profondeurs comprises entre 2 et 3 km. Et c'est la même chose pour les gisements de nickel, de zinc et de plomb. Et donc, si on prend le critère de la science au lieu de celui du profit et de la rentabilité, on arrive à d'autres résultats. Selon les travaux du Bureau géologique des États-Unis, qui a une référence de portée mondiale, mais qui est très largement quand même influencée par les compagnies, les compagnies minières, néanmoins, il s'est attelé à un travail pour évaluer ce que pourraient être les ressources dès lors qu'on considère une profondeur de 1 km. On a donc, à cette profondeur, on a pour une exploitation annuelle
au niveau actuel, des réserves pour 375 ans. Et même en supposant un accroissement des besoins, on est loin des 30-40 ans annoncés aujourd'hui et utilisés par les décroissants. D'autres scientifiques ont travaillé sur une profondeur plus importante, de 3,3 km, en ne prenant que des critères purement scientifiques, c'est-à-dire géologiques. Et là, les chiffres obtenus sont clairs. Les réserves estimées de cuivre montent à 200 milliards de tonnes de cuivre, ce qui donne une durée de vie aujourd'hui des réserves de 10 000 ans. Cela doit nous conduire à voir cette question de l'épuisement des ressources, non pas à travers le prisme du profit, la propriété privée des moyens de production, mais sur la base d'une démarche libérée des nécessités du profit et tournée vers la recherche de la satisfaction des besoins de l'humanité, ce qui est impossible en régime capitaliste. Adrien ? C'est à toi. Eh bien, je vais tenter de traiter la question de savoir, la question tournant autour de la biodiversité. Je vais me risquer à la traiter en quelques minutes, quitte à dire des choses peut-être un peu provocantes mais assumées et à les proposer comme piste de réflexion. En tout cas, c'est comme ça que je vous propose de les considérer. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être provoquant ? Parce qu'on a été bercé par des images d'ours polaires dérivant malheureux sur un résidu de glaçons d'iceberg. Et je voudrais revenir un peu sur ces aspects-là. Alors d'abord, qu'est-ce que la biodiversité ? Donc, sans vouloir être trop académique, c'est la diversité du monde vivant à plusieurs échelles. Classiquement, on considère 3 échelles. Une échelle qu'on appelle génétique, c'est-à-dire au sein d'une espèce, la variation des variants génétiques. Une biodiversité spécifique, qui est le nombre d'espèces qu'on a, particulièrement dans un écosystème donné, si on veut. Et puis, une échelle écosystémique, des écosystèmes, donc, pouvant être éventuellement considérés à l'échelle du globe. Et les différents niveaux de biodiversité sont reliés entre eux. Le terme lui-même provient particulièrement d'une conférence de Rio en 92, mais les questions tournant autour de cette diversité du vivant remontent bien évidemment à des travaux antérieurs qui sont toute l'histoire naturelle et toute l'histoire des sciences naturelles. Donc la biodiversité, c'est une partie, une facette, un aspect de l'environnement en général. Alors on peut se demander quelle importance particulière la biodiversité a-t-elle dans la question plus générale de la défense de l'humanité et de son environnement, et pourquoi y consacrer une partie de la réflexion ? Parce que déjà, comme je l'ai dit juste avant, on est bercé par des images de biodiversité menacées par l'humanité en général, et je voudrais revenir là-dessus. Donc, il y a 2 éléments à mon sens. D'abord parce que, pourquoi est-ce que c'est important ? La biodiversité occupe une place importante dans l'histoire même de l'humanité, à laquelle elle est inextricablement liée, et je pense que Marc est revenu largement là-dessus. Elle est notamment à l'origine de la domestication d'espèces, bétail, bêtes de somme, à l'origine de sources de nourriture, etc. Sans biodiversité, on sait que, quel que soit son niveau génétique, spécifique, écosystémique, on n'a pas d'évolution possible, pas d'interaction écologique, et y compris celle qu'entretient l'humanité avec son environnement. Et plus simplement encore, depuis les approches que j'appellerais matérialistes, en premier lieu Darwin par exemple, de l'humanité, l'humanité est partie intégrante de la biodiversité au même titre que toutes les espèces vivantes ou ayant vécu. Alors, il ne s'agit ni de restreindre l'humanité à sa part purement biologique, animale, ni de la nier en la séparant de son environnement. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que cette biodiversité est probablement importante à traiter, même rapidement ? Parce que plusieurs courants de pensée se revendiquent de la préservation de la biodiversité, au premier rang desquels, récemment, Extinction Rébellion a surgi, en tout cas dans les médias. Alors, doit-on partir de la conservation de la biodiversité ou du combat pour l'émanation de l'humanité, et cela s'oppose-t-il ? Pour répondre à cette question, je vais d'abord tenter de soulever un écueil qui est la question de la valeur de la biodiversité en soi, qui est un élément souvent présenté en tant que tel, presque, je vais dire, comme un dogme. Alors, il faut préciser ce qu'on entend par là. Dans le cadre d'une conférence marxiste, on attend une discussion sur une orientation politique, autrement dit sur la question de savoir si la préservation de la biodiversité peut représenter une orientation politique. Alors, la question peut paraître saugrenue, dans le discours ambiant, régulièrement asséné, vise à répondre par l'affirmative. Mais les mouvements politiques qui présentent comme tâche prioritaire ou principale, donc comme tâche en soi, la préservation de la biodiversité, partent donc du fait qu'il faut préserver la biodiversité en soi. Or, c'est uniquement dans la mesure où elle est en interaction avec l'humanité que la biodiversité peut être incluse dans une tâche politique comme tâche politique. C'est donc uniquement de cette partie de la biodiversité qu'il peut être question de préserver ou non dans le cadre du domaine politique.
Le reste de la question autour de la biodiversité en général, qui ne serait pas en interaction avec l'humanité, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas d'ailleurs, hein, et qui serait donc ni affectée par elle et qui ne l'affecterait pas en retour, peut revêtir un intérêt autre, mais dans d'autres sphères que le sphère des questions politiques, la philosophie, les sciences, éventuellement la spiritualité. Au pire, donc, au mieux, ça peut paraître éventuellement naïf de partir de cette question de l'existence d'une valeur de la biodiversité en soi. Au pire, ça peut relever d'une idéologie préconçue, quitte à exagérer certains mythes et certaines mystifications, comme Daniel en a déjà un peu parlé. Par exemple, si je reviens sur mon ours polaire, je vous provoquerai peut-être en vous disant que les tailles des populations des ours polaires, en fait, bien loin de régresser, ont été augmentées par 4 depuis les dernières décennies. Alors, la distinction n'est pas anecdotique parce que préserver la biodiversité pour elle-même conduit à une tentative d'unir l'ensemble de l'humanité en adoration d'une sorte de veau d'or déifié, niant la lutte des classes, tandis qu'au contraire, préserver les conditions d'existence de l'humanité, y compris la biodiversité, contre la dégradation considérable dont la première cause est le développement ou le pourrissement du capitalisme, remet la lutte des classes au cœur du combat, donc la classe ouvrière, donc la défense de l'immense majorité de l'humanité, la défense de la terre et du travailleur. Conservation de la biodiversité et combat pour l'émancipation de l'humanité ne s'opposent donc absolument pas. Alors, y a-t-il un intérêt à préserver cette biodiversité? Une manière de répondre à cette question, un peu rapide, je l'admets, c'est de s'intéresser ne serait-ce qu'à l'utilité de la biodiversité pour l'humanité. Classiquement, regroupée sous ce qu'on appelle des services écosystémiques. Alors, ces services écosystémiques, je pas le temps de développer, mais c'est les idées de pollinisation, le fait que, par exemple, l'agriculture en général dépend de la présence d'insectes pollinisateurs, dont, soit dit en passant, une étude en Allemagne a montré que 80% en biomasse de ces insectes, enfin des insectes en général, avaient diminué au cours des 30 dernières années. De ces services, on a également les sources de substances et de molécules, dont par exemple les médicaments, et les capitalistes l'ont bien compris, en tentant de breveter le vivant, et d'autres sources, services qu'on peut éventuellement mettre dans le mode récréatif, d'inspiration, de loisirs, etc. Alors, je voudrais montrer que la dégradation de l'environnement, y compris de la biodiversité, menace avant tout la classe ouvrière. Pourquoi? Parce que le capitalisme dégrade les 3 niveaux de biodiversité que j'ai précisés juste avant, non parce qu'il est un système de production en soi, mais parce qu'il est un système de production basé sur la recherche du profit immédiat. En témoigne, par exemple, l'exemple des éoliennes qu'a pris Pierre tout à l'heure, qui montre que, ou toutes les énergies vertes en tant que telles, hein, qui bien menacent la pêche, notamment menacent les coquilles Saint-Jacques et en fait la biodiversité même, si on veut, de cette espèce. Or, on a vu que l'interrelation entre l'humanité et son environnement, et particulièrement la biodiversité, conditionne la survie de l'humanité même. Et on peut donc considérer que la dégradation de l'environnement dans son ensemble, et la biodiversité en particulier, affecte toujours d'une manière ou d'une autre l'humanité, donc, et avant tout la classe ouvrière, qui est la classe la plus dépendante de son environnement local immédiat, qui a le moins les moyens matériels et financiers de s'en éloigner lorsqu'il est dégradé, et qui par-dessus tout représente l'immense majorité de l'humanité. De plus, pour en parler rapidement, mais loin de baser son développement sur des connaissances en sciences de l'évolution, en sciences de l'écologie, le capitalisme méprise et ignore ces connaissances, ce qui va à l'encontre du fameux judicieusement de Engels que Daniel a cité tout à l'heure. Alors, est-il possible de préserver l'environnement sans combattre pour le renversement du capitalisme, sans poser la question de la prise du pouvoir par la classe ouvrière? Eh bien, mettre en avant la préservation de la biodiversité en soi, comme le font les mouvements écologistes, sans souligner la responsabilité du capitalisme dans sa faillite pour la préserver, sans souligner sa responsabilité, et donc sans parler de la nécessité vitale de rompre avec le capitalisme et de prise du pouvoir par la classe ouvrière, paraît incongru, au mieux peut paraître naïf, et de toute façon porte la responsabilité d'une tentative de détournement de la classe ouvrière de sa lutte pour l'émancipation. Donc pour conclure temporairement, dans le temps qui m'était imparti sur des questions importantes, préservation de la biodiversité, oui, mais sans la dissocier de la lutte générale de la classe ouvrière pour son émancipation et pour le socialisme. Marc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'ai pas eu le temps tout à l'heure de parler de cette référence importante dans l'International, numéro 12, qui est sorti en novembre 2018. Il y a un article de Daniel Buchheim qui reprend un exposé de Daniel qui s'intitule « Faut-il être écologiste, marxisme et environnement » et qui reprend vraiment l'ensemble des enjeux de cette question de l'environnement pour les marxistes, ce que c'est, ce que ce n'est pas pour les marxistes, voilà, et la question de l'union sacrée pour la défense de l'environnement, de l'écologisme,
notamment l'évocation de cette résolution de Gérard Bloch dont je parlais. Voilà. Alors, après cette page publicitaire pour l'international, qui est une excellente revue, pas seulement le numéro 12, puisque Marc vient d'évoquer Gérard Bloch, qui effectivement, disons dans l'époque contemporaine, parmi les trotskistes, a été le premier à élaborer, face à ce qui était le surgissement de ce courant de l'écologie politique. Je me permettrai de citer un passage du projet de résolution sur l'écologisme, où il disait la chose suivante. Il pointait du doigt les écologistes, entre guillemets, qui, dans le gaspillage et les destructions des ressources naturelles opérées par le capitalisme, gaspillage et destruction qui prennent aujourd'hui une ampleur sans précédent à l'époque de sa décomposition, croient voir un problème nouveau, non prévu par le marxisme, et exigeant par conséquent son abandon ou sa révision. Les diverses tendances écologistes ont ceci de commun qu'elles voient dans les atteintes aux milieux et aux ressources naturelles ce qu'elles se donnent parfois le ridicule de baptiser destruction de la nature, un phénomène indépendant du mode de production, qui serait le produit de la société industrielle, entre guillemets, ou du développement de nouvelles techniques. Je crois que la manière dont Gérard Bloch posait la question il y a une quarantaine d'années est aujourd'hui d'une totale actualité. On a fait un certain nombre de citations, on pourrait en faire beaucoup d'autres. J'aime beaucoup ce passage du Capital où Marx dit « L'homme ne peut procéder autrement que la nature elle-même, c'est-à-dire qu'il ne fait que changer la forme des matières, il en est le père et la terre la mère. » C'est important parce que toute une série de courants écologistes réactionnaires, si on peut se permettre ce pléonasme, ont comme caractéristique, vous savez, par exemple, de valoriser notre mère, la terre, de valoriser les traditions indigénistes d'Amérique latine. Et finalement, le genre humain devrait, comme toutes les espèces vivantes, se subordonner à une abstraction qui est notre mère, la terre. Mais ainsi conçue, notre mère, la terre, n'est rien d'autre qu'une variété nouvelle de divinités auxquelles les êtres vivants devraient prêter allégeance. Au contraire, la manière dont Marx dit la source de toute richesse exige un père, l'homme producteur, et une mère, la terre, situe correctement le rapport entre les deux, et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut poser problème. Alors, il y a eu beaucoup de questions, et je suis convaincu que nous ne répondons qu'à une partie d'entre elles, mais je ferai une proposition après sur la poursuite de cette réflexion. Mais il y a plusieurs questions qui tournent autour de l'idée suivante. Mais finalement, qu'est-ce que serait une politique d'un gouvernement ouvrier en matière d'environnement? Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont possibles? Moi, j'en vois trois basiques, mais qui, à mon avis, ont leur importance. La première, et il y a d'ailleurs une contradiction, vous avez remarqué que les courants écologistes s'accommodent fort bien des privatisations. Or, la première mesure de préservation de l'environnement devrait être de dire qu'en aucun cas, les ressources naturelles ne peuvent être la propriété privée de qui que ce soit. Puisque, par définition, le pillage, la gabegie, le mésusage des ressources naturelles, avec toutes les conséquences environnementales, découle de ce que des individus privés, pour leurs propres intérêts, en font un tel usage. Donc, en toute logique, la première mesure, c'est toutes les ressources naturelles doivent relever de la propriété collective du genre humain. Et au passage, je note, Pierre l'a évoqué tout à l'heure, mais enfin, nous en avons la mémoire en France, un gouvernement qui a énormément privatisé, c'est le gouvernement de Jospin de 1997 à 2002, et il présente l'avantage, si j'ose dire, mais c'est un avantage douteux, que comme il comprenait en son sein toutes les tendances de la gauche institutionnelle, puisqu'il y avait
dans ce gouvernement les dirigeants du Parti socialiste, la secrétaire générale du Parti communiste français, Marie-Georges Buffet, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait Dominique Voynet, qui à l'époque était l'une des principales dirigeantes de l'écologie politique. Et tous ces gens-là ont privatisé à tour de bras, à commencer par EDF, GDF. Ça mérite une réflexion. Et moi, je demande à tous ceux qui écoutent cette conférence ou à tous ceux qui sont autour de nous, qui, et à juste titre, se disent sensibilisés, préoccupés de cette question de ce qui menace l'environnement. Est-ce qu'on comprend bien le sens d'un gouvernement qui privatise EDF, GDF? On nous pose des questions parfois sur le nucléaire, mais la meilleure garantie, je dirais, de conditions de sécurité pour le nucléaire et pour toute production d'énergie, c'est qu'elle ne passe pas entre les mains du privé. Eh bien, ce gouvernement a privatisé. Donc, je retourne l'argument, je dis, le premier acte d'un gouvernement qui, prenant en charge la préservation du genre humain, de ce fait prendrait en charge la préservation du rapport entre le genre humain et son environnement, serait d'interdire toute forme d'appropriation privée des ressources naturelles. Quelque partie du globe que ce soit ne peut pas appartenir à un individu ou un groupe d'individus, mais doit appartenir à la collectivité. La deuxième condition, bien évidemment, c'est la planification. La planification de la production, qu'elle soit industrielle ou agricole, en fonction des besoins de l'humanité. Et quand je dis les besoins de l'humanité, les besoins actuels et futurs. Le pillage capitaliste, la destruction de l'environnement, la gabegie des ressources naturelles procède de ce que tout capitaliste ou tout groupe de capitalistes n'a en vue, c'est une formule d'Engels, n'a en vue que son profit immédiat. Et si le profit immédiat passe par le fait de causer des dommages irréparables à telle ou telle partie de l'environnement, peu importe au capitaliste en question, dès lors qu'il dégage son profit. L'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la déforestation de l'Amazonie. On comprend bien que la déforestation, l'homme a toujours déforesté, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, je ne vois pas comment il aurait pu se développer. Mais là, nous sommes arrivés à un stade où la déforestation industrielle de l'Amazonie menace effectivement toute une série d'équilibres biologiques et environnementaux. Mais les grands trusts qui aujourd'hui procèdent à ces déforestations industrielles le font parce que leur seule préoccupation, c'est le profit immédiat. Ce n'est pas l'avenir de l'humanité, le rôle de l'Amazonie comme poumon vert de l'humanité, son rôle par rapport aux populations indigènes, etc., etc. Un gouvernement dont le seul souci est la préservation du genre humain et de son environnement se poserait le problème, par exemple, vis-à-vis de l'Amazonie, à la fois de l'usage qui peut être fait de ces ressources et des limitations de cet usage, non seulement pour l'existence des populations actuelles, mais y compris pour l'existence des générations futures. La question du renouvellement des ressources que Pierre a évoquée est une question sur laquelle beaucoup de bêtises sont dites, mais il doit être possible d'avoir une approche scientifique, mesurée, quantifiable, qui prenne en compte tous ces éléments, qui, loin de tomber dans la décroissance, au contraire, relèvent d'une croissance et d'une exploitation des ressources compatibles avec la satisfaction des besoins humains. Mais cela exige la planification. Et la planification, elle s'oppose à l'anarchie capitaliste, elle s'oppose à ce qu'on appelle le principe de libre concurrence, par lequel tout capitaliste et tout groupe de capitalistes a droit de faire ce qu'il juge nécessaire dès lors qu'il peut justifier que cela produit du profit. Et puis, la troisième condition, c'est que la classe qui est celle qui produit toutes les richesses, la classe des producteurs, la classe ouvrière au sens large, doit pouvoir exercer son absolu contrôle sur l'ensemble des données et des informations environnementales, scientifiques, et les rendre publiques. Parce qu'il y a une condition, c'est que pour l'instant, on est dans une situation de totale opacité, et même les scientifiques, je dirais, indépendants et libres d'esprit, n'ont accès qu'à une partie des informations. Il est évident qu'un gouvernement au service des intérêts de l'humanité et de la classe ouvrière, pour commencer, devrait rendre publiques toutes les données, toutes les études, les confronter dans leurs aspects contradictoires. Il devrait en appeler et à la communauté scientifique et plus généralement à l'ensemble de la population pour intervenir dans ce débat sur cette appréciation, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Et le tout sous le contrôle de la classe organisée des producteurs qui n'a pas, elle, d'intérêt particulier à la destruction du genre humain et de son environnement, puisqu'elle est le genre humain et elle en est l'environnement. Voilà 3 mesures dans lesquelles j'intègre comme 4e mesure la publicité de l'ensemble des documents, des travaux scientifiques en temps réel, publicité totale, qui, bien sûr, dans ce que je viens d'énoncer, par elles-mêmes ne résolvent aucun des problèmes évoqués, mais sont la condition pour les aborder sous une toute autre optique que celle sous laquelle ils sont abordés aujourd'hui. Alors, ces questions sont d'une extrême importance, parce qu'elles posent le problème de lutter, pour la défense, comme se dit dans le titre de cette conférence, pour la défense du genre humain et de son environnement. Et un camarade pose la question, mais est-ce que la défense des travailleurs, de leurs revendications, intègre les questions dites écologiques, entre guillemets? Bien sûr qu'elle les intègre. Elle les intègre dans les conditions où la classe ouvrière peut s'en saisir. Mais pour reprendre ce qui était évoqué tout à l'heure, quand la population de Kanaki se dresse contre un projet industriel qui fait que les conditions d'extraction du nickel va totalement lui échapper, c'est la préservation de la population par rapport à ce qui lui semble le risque le plus important dans ce domaine. Ce gouvernement a pris, parmi les nombreuses mesures réactionnaires qu'il a prises, la suppression des CHSCT, les comités d'hygiène et de sécurité. Mes camarades, c'est quoi les CHSCT? C'est l'organisme dans lequel les délégués ouvriers pouvaient, en toutes circonstances, intervenir contre ce qui menace la santé des travailleurs, ce qui inclut à la fois les accidents du travail, mais aussi l'environnement, la pollution et tout ce qui porte atteinte. Le combat pour le rétablissement des CHSCT, qui est une revendication syndicale élémentaire, intègre cette dimension. Et l'amiante, camarades, qui a fait et fait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de victimes dans ce pays. Encore aujourd'hui, on pourrait donner des exemples, ou des patrons d'entreprises, ou des dirigeants de collectivités territoriales, pour lesquels la preuve est faite, et je pense à des cas précis que je connais, la preuve est faite, reconnue par les autorités sanitaires, que des travailleurs ont été contaminés par l'amiante, et que ces cas relèvent de catégories de travailleurs où il y a des milliers d'autres collègues susceptibles d'avoir été contaminés, ne prennent aucune des mesures. Et pourquoi ne les prennent-ils pas? Parce que, bien évidemment, désamianter un grand nombre de bâtiments publics dans lesquels travaillent ces travailleurs, bien évidemment, cela pose des problèmes de moyens. Et on en revient aux questions politiques, à l'instar de ce que disait Adrien à l'instant à propos de la position sur la biodiversité. L'amiante est un problème politique. Il est un problème politique dès lors que les politiques d'austérité dictées par Maastricht et relayées par tous les gouvernements interdisent de prendre la mesure de sauvegarde élémentaire qui consisterait à évacuer immédiatement tous les bâtiments susceptibles d'être, de contenir de l'amiante et de procéder à des relocalisations des postes de travail dans d'autres bâtiments sûrs et de prendre tout le temps et les moyens nécessaires au désamiantage ou à la destruction des locaux en question, ce que personne ne fait. Mais ce même gouvernement et ces mêmes partis de gauche, quand il s'agit de collectivités territoriales, sont capables, la main sur le cœur, de jurer leur foi dans l'écologie, dans une vie sûre, et les mêmes vont nous inviter, par exemple, à ne pas jeter de bouteilles de plastique ou que sais-je encore. Il y a un cynisme dans ce double langage que le rôle d'un parti ouvrier, et d'un parti ouvrier révolutionnaire en particulier, a pour devoir de dénoncer en permanence. Nous sommes à contre-courant, non pas parce que nous nous désintéressons des questions de l'environnement, mais c'est l'inverse. Nous sommes à contre-courant parce que nous dénonçons l'hypocrisie, les discours de Tartuffe, de ceux qui n'ont que l'écologie à la bouche, alors que dans la vie, ils sont les plus grands pourvoyeurs de la destruction de l'environnement. Ce ne sont pas les marxistes qui font de la question de l'environnement une question à part. Mais à l'inverse, tous ceux qui utilisent l'argument de l'écologie pour tenter de dissimuler l'existence des classes sociales et de nier la lutte de classe, et cela interdisent d'agir efficacement. Un des arguments est celui de la culpabilité individuelle. Un camarade, dans les questions qu'il pose, dit « Je ne sais pas comment répondre à mes enfants qui me trouvent
tiède sur les questions de l'environnement, qui me reproche de ne pas accorder assez d'importance au fait qu'il ne faut pas jeter ces bouteilles de plastique n'importe où, et que même si possible, il faut éviter d'utiliser les bouteilles de plastique, et qui me reproche d'aborder les choses sous un angle trop étroitement, disons, de lutte de classe. Bien, je ne suis pas surpris. La jeunesse est particulièrement sensible à ces questions pour des raisons dont certaines sont bonnes, parce que c'est l'inquiétude par rapport à l'avenir. D'autres relèvent aussi du rouleau compresseur de propagande auquel ils sont soumis depuis leur plus jeune âge. Ceux qui, aujourd'hui, arrivent à l'âge adulte ont bu l'écologie et le développement durable au biberon depuis l'école maternelle du fait de la propagande gouvernementale. Et obligatoirement, quand vous éduquez des générations entières à dire c'est le problème majeur du moment, c'est la menace qui efface toutes les autres, obligatoirement, ça pèse sur la conscience, ce qui ne veut pas dire que la menace n'existe pas. Et le camarade pose la question, mais que répondre à mes enfants? Et il faut leur répondre deux choses. D'abord, la culpabilité individuelle ou collective, ça n'a jamais réglé aucun problème. Et c'est même un principe très dangereux. Hein, on a connu, les Allemands étaient tous responsables du nazisme. On connaît le principe de la responsabilité collective. Il n'y a pas de responsabilité collective. Et puis surtout, la seule réponse qu'il faut faire aux jeunes, c'est vous êtes déterminés à lutter contre les menaces qui pèsent sur l'environnement, mais vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison. Et la 4e internationale ne vous dit pas de ne pas lutter pour préserver l'environnement. Bien au contraire, il faut lutter. Simplement, il faut comprendre que la lutte, elle ne passe pas par le fait que je vais ou pas utiliser de l'eau en bouteille de plastique, bien que je comprends les choix individuels des uns et des autres. La lutte, elle passe par le fait que ceux qui aujourd'hui fabriquent les bouteilles de plastique sont les mêmes qui fabriquent l'alternative aux bouteilles de plastique et qui, une fois que tout le monde aura dit qu'il ne faut plus de bouteilles de plastique, auront inventé les bouteilles ou d'autres récipients et que leur problème pour eux, ça n'est pas de préserver les bouteilles en plastique ou pas les préserver, c'est préserver le profit. Et que par conséquent, si lutte il doit y avoir et la lutte est nécessaire, elle ne passe pas d'abord par les comportements individuels sur lesquels chacun peut avoir évidemment son point de vue, et nous ne sommes pas, nous, ici, pour recommander les points de vue les plus irresponsables, ce n'est pas la question, mais il faut dire les choses clairement. Ce ne sont pas les comportements individuels vertueux ou supposés tels. Ce ne sont pas les pratiques dites vertueuses de millions d'êtres humains qui vont rendre le capitalisme vertueux. Ça, c'est une illusion. Et par conséquent, nous devons nous comprendre que la lutte ne doit pas se tromper de cible. Oui, répétons-le, l'environnement est menacé. Mais il est menacé parce que le genre humain est menacé. Et on ne peut pas séparer les deux. Il y a 2 jours, un rapport de l'ONU rend public ceci. Le chiffre de réfugiés et de déplacés dans le monde vient de battre un record absolu qui n'avait jamais été atteint. Il y a aujourd'hui plus de 80 millions de réfugiés et de déplacés dans le monde. Ces 80 millions n'intègrent pas les millions de ceux qui sont contraints par les conditions économiques de leur pays, par exemple d'essayer de venir en Europe en se noyant par milliers dans la Méditerranée ou en étant entassés dans les camps de réfugiés en Grèce. Non, non, ces millions de réfugiés, c'est seulement, si j'ose dire, 45 millions de personnes déplacées dans leur propre pays, 30 millions de réfugiés et autres personnes déplacées hors de leur pays, et 4 millions de demandeurs d'asile. Et la précision qui est donnée, c'est que la plupart sont chassés par les guerres, les massacres, les pillages. Est-ce qu'on peut faire une graduation, une échelle, en disant il y a ce qui menace l'environnement, et puis des problèmes subalternes, c'est 80 millions chassés de chez eux? C'est exactement le même problème. Le journal Les Échos, par contre, un journal capitaliste tout à fait sérieux, nous donne une image de la situation. Dans son numéro du 9 décembre, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il y a 2 titres. À gauche, pourquoi Wall Street bat tous les records. Il nous indique que depuis le début de l'année, les capitalistes qui spéculent sur la place boursière de New York ont battu tous les records, c'est-à-dire qu'ils ont engrangé des profits gigantesques. Le titre de droite nous indique que la France redoute une vague de faillites l'an prochain. D'un côté, l'effondrement économique,
la condamnation au chômage et à la misère de centaines de milliers de travailleurs, voire davantage. De l'autre, les profits gigantesques. Et pour ne suivre que l'actualité présente, là c'est un article de la presse américaine du 9 décembre, le même jour, et on apprend que 651 milliardaires américains ont, depuis le début de la pandémie, encaissé, je cite, 1000 milliards de dollars supplémentaires s'ajoutant à leur fortune actuelle. Tenez-vous bien, ces 651 milliardaires n'avaient comme richesse, au mois de mars dernier, que 3 000 milliards de dollars. Les pauvres. Aujourd'hui, ça va mieux. Leur fortune s'est accrue en 9 mois de 36% et a dépassé la barre des 4 000 milliards de dollars. Et le bulletin qui donne ces statistiques fait le calcul suivant. Avec cette somme, on pourrait donner 3 000 dollars à chaque être vivant aux États-Unis. Il dit pour une famille de 12 personnes, ce serait 12 000 dollars. Et cette richesse de 4 000 milliards de dollars de 650 milliardaires correspond au double de ce qui est possédé tous ensemble par la moitié de la population américaine, 165 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut séparer les questions de l'environnement de ces questions? Alors, que les jeunes soient angoissés par l'avenir de l'humanité en général, c'est non seulement légitime, mais c'est même un point de départ pour l'action révolutionnaire. Mais aux jeunes, nous disons, ne vous laissez pas abuser par l'idée selon laquelle les problèmes de l'environnement seraient distincts du reste. Surtout aujourd'hui. Surtout vous, les jeunes étudiants, dont les facs sont fermés depuis des semaines et 2 semaines, que le gouvernement a expulsé de l'université et qu'il entend expulser encore jusqu'au mois de janvier et février. Vous, ces centaines de milliers d'étudiants, poussés vers ce que les médias appellent pudiquement une situation de détresse, que ce soit la détresse alimentaire, la détresse psychologique, la détresse morale, la détresse matérielle. Vous, les lycéens, que le gouvernement cyniquement et avec la complicité de certains appareils syndicaux a condamné à perdre la moitié de leur scolarité. Vous, les lycéens qui vous morfondez chez vous un jour sur 2, dont le bac a été réduit à un chiffon de papier. Vous, les jeunes de banlieue, à qui le seul avenir promis, c'est d'être un auto-entrepreneur, en passant 12 heures par jour sur son scooter pour essayer de gagner 10 ou 15 euros sans y parvenir. Ne vous laissez pas abuser par le fait que le sort des ours polaires ou du réchauffement climatique ou de l'industrie nucléaire peuvent trouver des réponses en dehors des réponses que vous avez le droit d'exiger pour vous-même. C'est-à-dire un vrai travail, un vrai salaire, de vraies études, de vrais diplômes, un avenir. Il n'y aura pas d'avenir pour l'environnement s'il n'y a pas d'avenir pour vous, la jeunesse. Les capitalistes sont prêts, eux, à vous dire il faut suivre Greta Thunberg, il faut l'applaudir à l'ONU, il faut faire des campagnes sur ceci, sur cela. C'est un camouflage. Ne tombez pas dans le piège de cette propagande qui a le soutien des gouvernements du monde entier, des médias officiels du monde entier, selon lesquels votre avenir poserait d'abord la question de l'environnement. Revendiquez un avenir, luttez pour un avenir, mais revendiquez un avenir qui sauve l'humanité, donc son environnement. Et de ce point de vue, c'est ça que la 4e internationale a à vous dire. Oui, les jeunes ont raison de se révolter. Mais la révolte, elle doit viser le véritable adversaire, le système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production, qui détruit vos vies, nos vies, et qui, dans le même mouvement, et c'est inévitable, prétend détruire l'environnement. Oui, seule une économie et une société qui seront fondées sur la satisfaction des besoins humains permettra un développement maîtrisé, le développement maîtrisé du genre humain et de la nature. Par conséquent, il faut sur ce plan comme sur tous les autres,
refuser toute concession à l'union sacrée. Pas plus que l'union sacrée face au Covid ne peut être acceptable parce qu'elle implique que les travailleurs devraient renoncer à défendre leurs revendications et que leurs organisations devraient se soumettre à Macron, comme d'ailleurs l'ont fait les partis politiques qui, le 19 mars dernier, ont voté 343 milliards demandés par Macron, qui subventionne les capitalistes. Pas plus de la même manière ne peut-on accepter quelque forme que ce soit d'union sacrée, tous unis pour sauver la planète. Le genre humain qui est sur la planète, l'environnement qui est sur la planète sont menacés de destruction par ceux-là même qui appellent à ces commémorations officielles. La 4e internationale lance un appel au combat uni des travailleurs et de la jeunesse pour abattre le capitalisme, c'est-à-dire arracher le pouvoir à ceux qui possèdent les moyens de production et réorganiser toute la société, son économie, sa production, à partir des besoins humains. Il est évident que la conférence que nous avons tenue aujourd'hui n'a fait qu'effleurer un certain nombre de sujets. D'abord parce qu'il y a des sujets sur lesquels il est, dans les conditions actuelles des connaissances qui sont publiques, difficile de répondre, et d'autre part parce que le temps est court et que nous n'allons pas nous hasarder à donner des réponses péremptoires sur telle ou telle question. Mais cette conférence prouve que l'engagement que nous avons pris de constituer une commission environnement de la section française de la 4e internationale, de travailler à cette élaboration, cet engagement a commencé à être mis en œuvre. Alors vous qui participez à cette conférence marxiste, si vous pensez que cette manière d'aborder la question répond aux besoins de l'humanité, vous êtes invité à rejoindre la 4e internationale, à participer à ces groupes d'études révolutionnaires. Et pour ceux d'entre vous qui porter un intérêt particulier, plus spécifique à ces questions du rapport entre l'environnement et le genre humain, n'hésitez pas à écrire à la commission environnement de la TCI, à faire part de vos suggestions, de vos propositions. Il y sera répondu et peut-être pourrons-nous dans la prochaine période poursuivre cette conférence par d'autres conférences sur le même thème, mais avec des sujets plus particuliers, pour avoir plus de temps pour traiter un certain nombre de questions. J'ai entendu le camarade Adrien regrettait d'avoir un temps trop limité pour traiter des questions importantes, ce que je comprends parfaitement. Nous prendrons le temps nécessaire de poursuivre cette élaboration publiquement. Répétons-le, les marxistes ne sont pas gênés par la question de l'environnement. Ils ont soulevé cette question avant tous les prétendus écologistes. Ils continueront à la soulever quand d'autres l'auront déjà oubliée et ils la soulèveront aussi longtemps que l'environnement et l'humanité seront prisonniers de la politique destructrice d'un capitalisme à l'agonie. Au revoir à tous et à toutes. Voilà. Bon. Il est encore là. Là, il faut encore quitter la réunion.